ushobora byose turakweretse ibikorwa by'iterambere byahuje uyu munsi ubone nacu wigaragaze kuri Imana turasemana imigambi mibi y'umukozi Satani gusa ukoze data mu ijuru gusenze tukwizigiye izina ryawe ryera amen. C'est-à-dire discuter, nous rappeler d'aujourd'hui. Merci, Monsieur Alphonse, de cette introduction, mais aussi m'avoir passé la parole. Je vais commencer par la présentation. Je m'appelle Didas Chiza. Je suis le coordonnateur régional du projet d'intensification de la production agricole et de la réduction de la vulnérabilité au Burundi, PIPAR-VB. Un projet financé par l'OFIDA, mais un projet du gouvernement logé dans le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement. Avant, j'ai aussi été coordonnateur des projets du FIDA, notamment le PRODEFI, qui a travaillé de 2011 à 2022 sur la province, sur 7 provinces, mais aussi le PIPAR-VB, non, le PAIVA-B, qui a aussi clôturé en 2020. On m'a sollicité pour partager l'expérience. C'est un partage d'expérience, sinon la plupart des réalités, la plupart de ça va être objet de discussion parce que nous le vivons tous les jours. Comme vous le voyez sur le programme devant vous, je vais présenter un sujet relatif à l'appropriation et la pérennisation des acquis des projets de développement. En fait, comme il vient de le dire, l'OFIDA intervient aux côtés du Burundi à travers des projets de développement depuis 1980. Il a financé pas mal de projets. Bien sûr, la plupart ont clôturé. Maintenant, les projets qui restent opérationnels sont à 3. C'est l'OPIPAR-VB que je représente ici. Il y a le PAIFAR pour l'inclusion financière. Il y a également le PRODER qui va être lancé officiellement, je crois, après-demain. Voilà les projets qui sont en opération, donc en train d'être mis en œuvre. Ce que je vais présenter, je vais le présenter sous 9 points, mais en 2 phases. On va bien sûr commencer par une brève introduction. On aura quelques définitions. On verra pourquoi il faut mettre une stratégie de désengagement. La stratégie de désengagement, effectivement, vise la pérennisation
l'appropriation des acquis des projets. On va voir les principaux acteurs du projet parce que ce sont eux qui vont effectivement pérenniser les acquis des projets. On va voir également comment j'ai parlé de stratégie. En fait, après avoir mis en œuvre beaucoup de projets, on s'est rendu compte qu'il y a une lacune. Les projets viennent, s'exécutent, les réalisations sont là, mais le projet clôture, s'achève et clôture, mais on se demande ce que nous avons fait, ce que le projet a réalisé, on le laisse aux mains de qui? C'est question de responsabilisation. C'est pourquoi les projets du FIDA, qui étaient en cours en 2020, se sont mis ensemble avec le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, mais aussi le ministère des Finances, du Budget, de la Planification économique, au transfert. Au transfert, pourquoi? On se demande à qui transférer cela. C'est ce que je vous disais avant. À la propriété des biens. C'est la question que je vous pose. Qui est propriétaire de cela? À la gestion des biens. Si tu réussis cela, tu as réussi en fait la pérennisation. Il faut... Qui va être le gestionnaire? Dans ce domaine, les activités d'opérationnalisation de la stratégie, pour se faire, en fait, pour progresser, voir, il faut commencer des campagnes de sensibilisation, d'information des bénéficiaires relatifs à la sortie, au long de la mise en œuvre, tout au long de la mise en œuvre. Être nouveau est quand même un domaine très sensible que la plupart d'entre nous ne savions pas auparavant comment aborder. Et prêtez-moi vos mains pour applaudir. Effectivement, comme l'exposé l'était, il n'y a pas un manuel défini qui, en réalité, va vous parler du désengagement dans divers projets, c'est-à-dire comment aborder la pérennisation. De toute manière, nous avons vu que la pérennisation, c'est un secteur sensible parce que ça définit ce qui va rester après votre départ. Si c'est rien, c'est que vous aussi, vous risquez d'être considéré comme rien. De toute manière, il ne faut pas partir comme un bateau sur un port où on dit que le bateau lève quoi? Les voiles. Oui? Le bateau s'en va et puis c'est fini. Non, ce n'est pas comme ça que les projets doivent se terminer. Et ce que nous avons encore à retenir, c'est que dans le cadre de cette pérennisation, il faut responsabiliser les partenaires à la mise en œuvre et même d'autres qui ont rejoint le projet en cours, disons, de mise en œuvre. Et les premiers partenaires qui doivent être investis dans l'élément de pérennisation, il y en a 3 groupes. Le premier groupe, c'est d'abord les bénéficiaires. Oui? Parce que de toute manière, ils seront appelés au maintien de divers éléments laissés sur place, spécialement les infrastructures. Oui? C'est eux qui devront utiliser efficacement les manuels de formation produits et laissés par le projet qui aura pris fin. Et le deuxième groupe, évidemment,
ce sera qui, on a dit, le deuxième groupe, c'est pour ce sont les services techniques. Oui, les services techniques qui devront être là pour épauler les bénéficiaires. Et le troisième groupe, non moins important, même qui est très important, c'est l'administration. Oui, l'administration qui devra être là, accepter ces charges, oui, de mobilisation, contribution à l'encadrement, pour que les acquis réellement puissent être maintenus en bonne voie et qu'ils soient profitables jusqu'à long terme. Il y a bien sûr d'autres partenaires. Nous avons, comme on l'a vu, les prestataires, tous ceux qui se sont engagés à épauler le projet en cours d'exécution, notamment des donateurs éventuels, oui, prestataires de services. Tout ce monde, après la fin du projet, est là et est capable de continuer à apporter, disons, et son savoir pour épauler et bénéficier. En tout état de cause, nous rappellerons une chose qu'il a soulignée, très important, l'engagement des bénéficiaires. Et pour les infrastructures et certains autres produits, ils sont appelés à donner leur contribution. Minimale soit-elle, la contribution doit être là pour qu'ils se sentent hautement responsabilisés. Et on a parlé de la redevance, par exemple, la redevance d'exploitation marée. Oui, la redevance d'exploitation marée, par exemple. La redevance en ce qui est de la laiterie, par exemple. Oui, des infrastructures, de laiterie, etc. Et un autre élément qui parfois suscite des contradictions, c'est de te dire, et pourquoi est-ce que les infrastructures qui ont été mises en place reviennent à l'administration et non pas à ceux qui ont bénéficié du projet en cours d'exécution. D'abord, ils ont eu en partie leurs bénéfices, mais n'oublions pas que l'administration est le garant du futur, disons, de la nation. Donc, si à un moment donné, vous n'êtes plus capable de gérer, l'activité ne doit pas s'arrêter avec vous. L'administration pourrait rétrocéder à un autre groupe qui fait la même chose. Oui, c'est le cas de toutes les ASPL du pays. Donc, est-ce que cela ne nous étonne pas? C'est une bonne voie qui a été prise pour sécuriser les acquis de projet. Je laisse la place alors à tout un chacun pour différentes questions, interventions d'enrichissement, etc. Merci beaucoup pour cette opportunité. Moi, je m'appelle Désiré Nyomungere, je suis de Oxfin, je suis responsable des piliers agriculture chez Oxfin. Je suis vraiment très heureux d'écouter, de suivre cet exposé de M. Didas. Et je suis aussi ravi de le rencontrer, ça faisait très longtemps. J'ai été à FIDA en 2017, je faisais stage. Et puis, en tout cas, il faisait partie de mes encadreurs. Donc, on n'était pas parfaitement avec lui, mais je faisais de son équipe. Et puis, je n'ai pas une question, mais c'est une intervention sur la pérennisation des acquis des projets. En fait, c'est une très grande chose que vous faites pour le moment. Songez à pérenniser les acquis du projet. Je crois que c'est ce qui a été, ce qui manquait pour que notre pays décolle, pour que nos agriculteurs soient riches. Alors, mon intervention va porter sur d'abord la conception des projets de développement que des organisations font. Nous avons un seul objectif,
si on intervient dans le domaine agricole, nous avons un seul objectif d'augmenter la production agricole, d'améliorer la sécurité alimentaire des ménages. Et on conçoit des projets si ces objectifs. Mais avant de concevoir des projets, une question peut-être qui m'obnubile, c'est de savoir quelle est la place de l'agriculteur dans ces projets. Est-ce qu'on a conçu les projets pour l'agriculteur ou on a conçu des projets même avec les agriculteurs? C'est la perspective qu'on a appelée la perspective de dernier kilomètre. Donc, considérer l'agriculteur comme un bénéficiaire, comme groupe cible. Mais dans la réalité des choses, si on prend la perspective de premier kilomètre, partir avec l'agriculteur, cela peut pérenniser les acquis plus que d'autres choses. Comme ça, l'agriculteur sera conscientisé que tout ce qu'il aura, c'est pour lui. Donc, ça va l'aider à les avoir, donc à les acquérir. L'année 2017, oui, je disais que je faisais un stage à Prodéfi sur la chaîne de valeur banane à Bougendana. Et puis, j'ai retourné 2022, je faisais une étude comparative des approches MR et approches EFIC de Caritas Belgique, agriculture familiale intégrée, continue et compétitive. Là, 2022, le Prodéfi 2 n'était pas si terrain. J'ai eu la base de données, mais à ma grande surprise, c'est que j'ai trouvé que certains bénéficiaires de Prodéfi 2 ont disparu, en fait. Certaines personnes ne suivaient pas les savoirs que Prodéfi 2 les a offerts. Et moi, je me demande si l'approche MR montrait comment gérer les exploitations, comment allouer une spéculation selon le type de terre, à qui cela devrait bénéficier? C'est à l'agriculteur. Mais pourquoi il a abandonné? Il se pourrait qu'il n'a jamais compris que tout ce qu'on fait, c'est pour lui. Il disait qu'il a des défis, il disait qu'il a des défis, il disait qu'il a des tubura, et j'en passe. Donc, je me dis qu'avant de concevoir tout projet, il faut vraiment commencer par l'agriculteur, lui montrer que tout ce qu'on fait, c'est pour l'aider à décoller. Donc, qu'après un certain moment, on interviendra comme celui qui va aider dans l'augmentation de la production. Plutôt, on va intervenir avec une autre casquette, par exemple la transformation, les aider à commercialiser. Donc, qu'ils apprennent et même de garder tout ce qu'ils ont appris. Et c'est à nous de le faire. Une autre peut-être question que je peux demander, c'est concernant les centres de collecte de lait. En tout cas, Prodéfi a beaucoup aidé, FIDA a beaucoup aidé. Si dans toutes les communes d'intervention, si la chaîne de valeur lait, des centres de collecte de lait ont été construits et bien équipés. Et on a aussi allé plus loin pour connecter ces producteurs de lait à l'acheteur Natura. Mais je me demande si on est toujours là pour assurer l'intermédiaire, parce qu'il y a une étude aussi avec laquelle j'ai participé. On devrait connecter ces centres de collecte de lait avec la cantine scolaire, mais en questionnant les coopérateurs, on a vu que Natura, à un moment donné, Natura, c'est un monopole, donc Natura, à un moment donné,
ne vient pas pour collecter, pour acheter le lait qui a été collecté avec des centres de recherche, et cela crée d'énormes pertes. Si, encore une fois, vous pouvez, Prodéfi pouvait suivre, assurer cet intermédiaire entre Natira et les centres de collecte, ce sera aussi une grande chose. Oui, merci. Et merci pour la parole. Et moi, je voudrais aussi remercier l'orateur du jour pour son exposé combien important. Et pour ma question, donc là, parmi les acteurs d'organisation, on a parlé des services techniques, mais les problèmes qu'on rencontre souvent, on dit que à un moment donné, il manque de moyens pour pouvoir suivre ces acquis régulièrement. Et tantôt, ils n'ont pas de moyens de locomotion, tantôt, il manque de carburant, tantôt, des frais qui manquent. Et alors, je me demande si aujourd'hui, les projets disposent d'un certain montant pour ces services techniques. Et vous pouvez nous dire comment c'est organisé maintenant aujourd'hui. Merci. Et moi, c'est Wikilimana Samuel de la VEDEC. Merci pour l'exposé qui parle des défis qui sont remarquables sur le terrain, notamment la gestion, l'entretien, maintenance des infrastructures de développement donc dans les communes. Donc moi, la question que je me pose, vous nous avez présenté la stratégie de désengagement, donc les étapes à concourir pour réussir donc, cette bonne gestion de ces infrastructures. Alors, le défi qui est remarquable, c'est qu'on peut parcourir toutes ces étapes et puis, si tu te rends sur le terrain, tu trouves aussi que donc, il n'y a rien d'excellent. Donc, tu les as présenté les modules concernant la gestion, la bonne utilisation de ces infrastructures. Si tu demandes à quelle fréquence donc, tu relis le module ou bien tu fais l'entretien toi-même de ton ouvrage, donc il te dit que parfois ou même rien, il ne consulte pas le module. Donc, toutes les étapes, tu évalues les étapes de cette stratégie et tu trouves que absolument il n'y a rien qui est en train de s'améliorer. Et alors la question que je me pose aussi, c'est pourquoi alors cette faiblesse au sein des usagers et aussi au sein de ces services techniques déconcentrés, à qui est le rôle qu'on fait, l'implication dans le maintien, donc dans la bonne gestion de ces ouvrages. Et donc moi je me pose moi je vois que la stratégie peut être là, bien élaborée et bien vulgarisée, mais les bénéficiaires directs à tous les niveaux, en commençant même par les communes, tu peux trouver que l'implication est totalement faible. N'est-ce pas le sous-développement pour notre acteur dans la gestion et aussi tous les usagers aussi en général? Merci. Ils partagent les expériences, ils échangent. D'abord pour délimiter même. Maintenant, on s'oppose. Je vois lors de la formulation du projet que nous sommes en train d'exécuter, je me vois au tropitaire combien le débat est très houleux pour déterminer la zone d'intervention. Quelles sont les communes d'intervention? Ça fut vraiment un combat acharné entre les ressortissants des différentes communes. Ça fait pourquoi? Pourquoi Aïtawa et non pas Agchou? Pour définir, par exemple,
commune d'intervention, ça fait un combat. On devrait avoir des critères objectifs, acceptables, en fonction des orientations, effectivement, pour effectivement déterminer. C'est que, effectivement, on commence à évoluer. On évolue vers l'implication effective du bénéficiaire. Il est vrai qu'on ne peut pas, à la formulation, à la conception, inviter toute la population de la province pour venir, mais on passe par des représentants. Je me dis que les autres bailleurs, les autres partenaires devraient emboîter son pas. Probablement qu'il peut y avoir des améliorations à faire du côté du FIDA, mais le pas est déjà appréciable. Vous parlez, vous avez effectivement, je me souvenais que vous avez été à la représentation régionale en 2017, oui. Vous dites que vous avez visité la commune de Bougendana. Elle était une des communes championnes dans l'adoption des approches. Ne vous en faites pas. Sur la filière, de toutes les façons, je crois qu'elle reste parmi les premières au niveau national, je peux me le dire. Et parmi les premières, il y avait également une approche mère qui a fait ses pas également. Les vrais, aujourd'hui, nos bénéficiaires sont divisés en 3 catégories. Il faut le savoir. Il y a ceux qui adoptent et continuent le plus rapidement. Il y a ceux qui sont au milieu. Il y a les réfractaires. Ils disent, j'exécute après le projet. Je voulais avoir ces bananiers, mais aujourd'hui, j'en ai. Ils oublient même d'entretenir pour savoir que, en oubliant que c'est là où ils tirent sa ration journalière. C'est quoi effectivement? Et c'est qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est une question que je vous retourne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Alex, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces réfractaires? La société est ainsi construite. S'il y a quand même, si nous avions 50, aujourd'hui que 20 suivent, c'est déjà un pas. Les autres vont suivre probablement. Il y a ceux qui vont disparaître comme ça sans suivre. C'est comme ça. Mais l'idéal était que la grande majorité suive les bonnes initiatives, les innovations. Sous l'appui de qui? Des encadreurs. Vous parlez du projet. Le projet, comme vous l'avez dit, a clôturé. Oui. Le projet a clôturé. Nous avons effectué ce processus de transfert. Nous avons pris 1 année à transférer ce que nous avons fait. À travers des ateliers collinaires, communaux, provinciaux et nationaux. On a produit un document de transfert de tout ce qui a été réalisé à travers, effectivement, en se basant effectivement sur cette stratégie, parce que ça a été déjà mis en place. Tout projet du FIDA doit s'inscrire dans cela. Il y a une partie qui a été remise au BPI. D'ailleurs, une grande partie. Une grande partie a été remise au BPI. C'est effectivement ces infrastructures. Ils ont désencadré au niveau de tous les niveaux, de la commune à la province. Ce sont eux qui ont la charge du suivi et de la gestion.
Alors, c'est effectivement la question que M. Vincent posait. Ils vont vous retourner la question que ils n'ont pas de moyens pour le faire, notamment le carburant, notamment le matériel roulant. C'est cela. Mais le projet, bon, il est vrai qu'une des suggestions que certains ont dit, donc à la clôture, il faut que le projet laisse un petit fond. Supposons que le projet le prévoit et le laisse ça, dès la conception. Après l'épuisement de ce fond, qu'est-ce qui va advenir? Après l'épuisement de ce fond, qu'est-ce qui va advenir? À travers la responsabilisation et le transfert BPI, c'est en fait au gouvernement, propriétaire du projet, que nous remettons les choses. Alors, le problème effectivement se pose là. Par exemple, le matériel roulant que le projet utilise. La stratégie dit quoi? Elle dit que son matériel, une partie de son matériel, la grande partie, doit être remis à la structure de pérennisation. C'est ça que ça dit. Si je me fais sur l'exemple récent, par exemple, le Prodéfi a remis 18 véhicules. À qui? Donc, on ne remet pas au BPI. On les met sur les structures stratégiques. On les remet au ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Agriculture remet au ministère des Finances qui partage entre différents services qui en ont besoin. Je ne sais pas si il y a quelques BPA qui ont bénéficié de une, deux sur 7. Les autres ont été gérés dans le service de l'État. Puisque le projet n'a pas aucun. On a remis des motos. Bon, quelquefois ils sont vieux, mais ils sont vieux. Ils se posent pour cela le problème d'entretien. C'est un problème complexe, c'est un problème très complexe à gérer. C'est pourquoi ça doit être pensé à haut niveau. C'est une question de pérennisation. Ça doit être géré au niveau du niveau le plus haut jusqu'au niveau le plus bas pour effectivement prendre la vraie dimension et prendre en main tous les acquis des projets. Connecté, donc, oui, le centre de collecte de lait qui était relié à Natura, oui, aujourd'hui ça reste lié, on est content, mais quelquefois, je dis, vous êtes une coopérative, il ne faut pas que tu aies un seul client. Si tu mets à ta disposition un seul client, tu es fragile. Courir des risques. Effectivement, ça se passe quelquefois que le Natura, Juma ne vient pas prendre le lait 2-3 jours après. Entre-temps, votre lait risque d'être dénaturé parce qu'il y a une durée de 2 ou 3 jours seulement. C'est pourquoi, lorsque vous êtes en train de travailler, vous devrez diversifier, comme tu l'as dit, les clients.
et les fidéliser. Savoir négocier aussi pour venir là-bas. Vous signalez, vous suggérez de les relier aux cantines. C'est pas non. Les bénéficiaires ignorent effectivement, c'est quelquefois quels sont les partenaires aujourd'hui. Au départ des projets, ils ignorent quels sont maintenant nos partenaires. Les questions qui étaient adressées à tel, maintenant à qui je vais les adresser. Denis n'est pas ici. Je devais lui demander combien d'interventions, combien de demandes ils ont eu de la part des coopératives que nous avons laissées. Nous avons laissé des coopératives viticoles, les tiers, quoi. Quelles sont les demandes? Puisque c'est maintenant le gestionnaire, c'est le BPA. Est-ce qu'ils ont eu à intervenir sur la demande de ces interventions? Ça, c'est un problème, effectivement. Savent-ils les interlocuteurs après le projet? On va le voir aussi. Il faut qu'ils sachent la loi, les interlocuteurs, les partenariats et les responsables de telle activité à tous les niveaux. C'est ça un problème, effectivement, c'est une carence. Pour la question de Vincent, je l'ai répondu. Oui. Liaison entre les formations, les modules et le terrain. C'est votre problème, effectivement. Nous avons un très grand problème que, en dispensant une formation ici, 2 ou 3 jours, voire une semaine, après 3 mois, vous allez chercher à bénéficier de cette formation, vous ne trouvez rien. Après, si je parlais d'une année, après une année, il dit qu'il a complètement oublié. Il faut reformer, il faut encore une fois former. Non, la période était courte, la durée de formation était courte. Il faut que nous soyons. C'est ça. Ce sont les demandes que nous avons aujourd'hui. Pourquoi ils ne maîtrisent pas? Pourquoi pas? Pourquoi ça? Hein? Qu'est-ce qui est caché là? Hein? Qu'est-ce qui est caché là? C'était le faux sciemment. Les autres. Est-ce que vous gagnez 8 jours? Normalement, ce qu'on forme, on doit bien les identifier parce que ce sont les représentants des autres. D'intervention et de colline pour question d'équité. Alors maintenant, comme il le disait, c'était planification, c'était prise en main des choses par les autorités administratives communales, fait que la répartition du développement des produits de développement agricole soit fait équitablement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Hein? Encore une fois, merci. Ce n'est pas une question, mais c'est une intervention par rapport à la liaison entre les modèles développés de formation et son application sur le terrain. En fait, c'est une évidence. Il y a certaines personnes qui sont formées, mais quand il s'agit de faire la mise à l'échelle, donc aller sur le terrain pour dispenser la formation qu'elles ont reçue, ça devient autre chose. Des fois, ils oublient, d'autre part, il se pourrait que la personne identifiée pour être formée n'a pas cette capacité de transmettre les acquis de la formation. Autre défi qui peut être là, c'est par exemple, une personne peut bouger et aller ailleurs
alors que c'est elle qui a été formée. Moi, ce que je peux proposer, et c'est une expérience vécue, la digitalisation des informations serait une solution pérenne pour vraiment faire parvenir ces formations dans la communauté. Parce que on peut se réveiller un jour et aller sur le terrain pour même partager les informations, mais à un moment donné, on peut avoir un accident ou se réveiller avec une mauvaise humeur. Donc, dans ce cas, transmettre l'information telle qu'elle est, c'est impossible. Moi, je dis que, quoi que ce soit coûteuse, la digitalisation serait une solution meilleure. Merci. Il propose pour que les formations reçues soient bien restituées aux bénéficiaires, on procède à la digitalisation. Est-ce que c'est une chose facile? Hein? Oui? Oui, c'est coûteux. Même techniquement, c'est pas toujours facile. Oui? C'est pas toujours facile. Sinon, normalement, au niveau, je l'ai souligné dans ma présentation, au niveau du choix des personnes à former ou à représenter une structure, il faut être vraiment judicieux. Il ne faut pas utiliser des sentiments ou des sentiments. Il faut faire former l'homme qu'il faut ou la femme qu'il faut. Parce que, nous l'avons souligné, c'est un capital très important. Prenons une formation sur le leadership. Vous savez que partout c'est le leadership. Tu envoies quelqu'un qui ne sait même pas lire et écrire pour subir cette formation. Qu'est-ce que tu attends de lui au retour? C'est là le série. Dans l'encadrement, vous qui êtes dans l'encadrement que vous faites, l'encadrement de proximité, oui, dans l'encadrement, vous devez tenir compte de ça. Écrivez ça. Donc, vous devez être, qui va être formé? Ce n'est pas ton ami s'il n'est pas capable. Non, identifier un autre qui est capable et de suivre la formation, mais aussi d'être important, d'apporter une valeur ajoutée, à votre organisation, à votre entreprise, à votre coopérative. C'est à ce prix que nous allons nous lever. Oui, oui. Des questions? Quelques slides sur le cadre juridique et arrangement institutionnel de transfert des actifs et passifs des proches. On a vu, si je récapitule, pourquoi le besoin de mettre en place une stratégie de sortie. On a vu le processus d'élaboration de la stratégie qui doit être le fruit d'une concertation de tous les acteurs. Lesquels acteurs nous avons définis clairement. Les a définis clairement. Il y a alors des acteurs très importants, à savoir ceux-là qui vont
nous verser dans le cadre juridique. Alors, c'est le cadre juridique nous montre, clarifie la voie apaisée de remise, de transfert de responsabilités, et des avoirs surtout, des actifs et des passifs des projets. Donc les orientations et cadres juridiques de transfert des avoirs sont les résultats également d'une large concertation des parties prenantes, notamment les ministères impliqués, les cadres des projets et les représentants des organisations. Bon, vous venez sans doute de découvrir que les défis juridiques sont grands, mais à la hauteur de tout un chacun qui aura planifié la pérennisation dès le départ. Nous constatons en définitive que la pérennisation ne vient pas après le projet. La pérennisation accompagne et part avec le projet durant toutes ces étapes. Sinon, si vous l'embrassez à la fin, en fait, vous risquez de vous retrouver seul, sans les autres partenaires qui auraient dû coopérer avec vous. Nous avons quand même des cas d'expérience. Si vous n'associez pas les bénéficiaires au départ, il ne faudra pas leur demander de garder le projet, les acquis du projet. Ils sont là comme des participants, actifs ou passifs, jusqu'à ce que le projet se termine. En règle générale, donc, il faut les associer dès le départ. En général, qu'est-ce qui se passe? Il y a visite préliminaire, oui, mais il y a aussi les enquêtes de base. Oui. Ces enquêtes de base, guidées par l'administration, aussi bien communale qu'au niveau de la colline, vont faire votre lien, vont contribuer à ce que la population puisse savoir exactement vos objectifs et les aboutissants. C'est-à-dire là où vous pouvez les faire arriver avec votre projet. Ce n'est pas là où vous allez vous-même, c'est là où vous pouvez arriver avec eux pour votre projet. Maintenant, en fait, et comme il a souligné, dans la plupart des cas, les intervenants ont deux petites stratégies et pas une stratégie globalement définie avec le ministère de tutelle, avec la structure, les structures de tutelle, et parfois donc il est difficile de pouvoir faire pérenniser votre projet. Pourquoi? Sans une structure juridique légale, il est difficile de demander à l'administrateur de coopérer pour une pérennisation, parfois de projets qu'il n'a pas même connu exactement comment ça fonctionne. Il faut donc démarrer toujours dans la mesure du possible avec une collaboration franche avec l'administration. Parce qu'il va contribuer aussi bien pour la sensibilisation, mais aussi pour la mobilisation. Parce que l'administration est là pour défendre les intérêts finaux et les intérêts existants des bénéficiaires. Donc, toujours être avec les autres partenaires et vous pouvez y arriver, c'est-à-dire faire pérenniser votre projet. À un moment donné, il a parlé de ce que les gens disent, voilà, ça c'est le projet de Touboura,
ça c'est les semences de Touboura, ça c'est les vaches du FIDA, etc., etc., etc. Bien sûr, parfois, ils le disent parce qu'ils ont déjà intégré que le FIDA, Touboura et autres ont été de vraies chevilles de développement dans la zone. Bon. Je n'ai pas dit toujours qu'ils le disent parce que, tout simplement, ils ne se sentent pas concernés par le projet. C'est peut-être un effet d'intégration. Ils ont déjà intériorisé les interventions de ce partenaire. Bon. Et nous revenons toujours au même élément. Ne vous découragez jamais à ce que tout le monde ne vous suive pas. Oui. Vous commencez avec une très longue chaîne, oui, mais après 2 ou 3 kilomètres, quand vous tournez derrière, vous aurez peut-être la moitié de la chaîne, les autres seront encore dans la vallée. Et il y en a qui vont y rester, qui ne vont même pas monter la colline, si la trouve est déjà lourde, mais ne vous découragez pas. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est un travail de groupe qui vient coiffer en fait le travail d'aujourd'hui et ce qu'on peut garder de cette branche de formation en rapport avec la pérennisation du projet. En fait, c'est l'aboutissant même du projet de développement. Et je remets la parole à M. Idas. Je ne sais pas s'il y a des questions de clarification ou des compléments par rapport à ce qu'il vient de dire, vient de procéder en résumé ce que nous avons présenté. Y a-t-il des questions? Oui. Nous venons de voir que lors du transfert des actifs et des passifs, il y a la précision des rôles et responsabilités de tout un chacun. Supposons qu'après le départ des exécutants du projet, qu'il y a mauvaise gestion de ces actifs et passifs. Alors, qui va introduire une poursuite judiciaire au niveau des services compétents pour que ces actifs et passifs continuent à être bénéfiques et pérennes. Vous êtes parmi les membres du comité de gestion de la chaîne de solidarité animale. N'est-ce pas? Vous êtes membre? En commune Itawa, vous êtes membre du comité de gestion. Maintenant, le projet vient de clôturer. Je crois que Wetvision également distribue. Qui sont dans la chaîne? Ils sont mis dans la chaîne, les animaux que vous distribuez. Alors, maintenant, le projet s'est achevé, s'est clôturé. Maintenant, les éleveurs, les bénéficiaires, n'importe comment, ils violent les conventions, ils vendent comme ils veulent. Voilà, ils ont transgressé, comme il a posé la question. Le projet a clôturé, parti, qui introduit la requête. Après des instances habilitées. Qui introduit. C'est ça la responsabilisation. Hein? Qui introduit la requête et qui poursuit ces requêtes. Hein?
Joseph. En fait, au moment de l'acquisition de ces animaux, il y a un contrat qui est signé entre le bénéficiaire et le projet. Et au moment du transfert, au moment où le projet a pris fin, il y a les services techniques de la DPAE et l'administration qui sont responsabilisés. Au cas où le bénéficiaire ou les bénéficiaires commencent à gérer à travers les acquis, les services techniques s'asseyent ensemble avec l'administration et le garde ce que dit le contrat. Si on trouve que le bénéficiaire commence à violer le contrat, c'est juste ces services techniques et l'administration qui interviennent et en cas de besoin, on va juste récupérer le reste de ces animaux, sinon lui infliger même des amendes. Je crois que le gros du travail revient au service technique et à l'administration et au comité qui gère le comité de développement qui se trouve sur cette colline. C'est la trilogie qui va intervenir, le comité de développement, le service technique et l'administration. Je crois que c'est cela. Ce qui introduit la requête, en fait, au niveau, par exemple, parlons de la chaîne de solidarité animale. Les structures de pérennisation qu'on a mis en place, ce sont les comités de gestion. Ce sont les structures pérennes au niveau local. Or, ces structures sont au niveau de tous les niveaux. Au niveau collinaire, il y a un responsable. Donc, un comité responsable. Le comité de gestion de la chaîne animale est composé par le chef de colline. Il y a le CDS. Il y a l'AXA. Il y a le moniteur. Il y a là, il y a le représentant des élèves. Maman, c'est ça. Vous voyez, s'ils ne peuvent pas effectivement résoudre ce problème de vente au risque de disparition totale de tout ce qui a été mis sur cette colline, ils ne peuvent pas y remettre au comité supérieur, c'est-à-dire au niveau communal. Où l'administrateur est le principal, donc le président, assisté par vous les agronomes et les vétérinaires. S'il y a une coopérative, assisté par le président de la coopérative, le CCDC, ils vont s'asseoir et prendre les décisions qu'il faut. Ils ont la capacité, à travers le contrat, tout est déterminé. Il y a une nécessité de peut-être recourir aux instances juridiques. C'est probablement ce comité qui va remettre, si le comité provincial n'a pas pu résoudre ça, c'est cela qui va remettre ça aux mains de la justice. Voilà. En fait, ces structures permettent la pérennisation, effectivement, de l'activité. Nous parlons du comité de gestion de la chaîne de solidarité animale, comme nous pouvons parler d'une autre structure communautaire, n'est-ce pas? Et c'est vous qui devez maîtriser ça. Je vous interpelle, monsieur, maîtrisez cela. Dites que il est difficile de suivre, mais aujourd'hui, vous avez des créneaux pour le suivi, vous avez des antennes,
il faut que effectivement vous maîtrisez tout ce processus. Il faut que ça soit intégré chez vous. Je vous recommande. C'est à ce prix qu'on réussira. Et on changera certains agissements, certains comportements qui font que les gens restent sur place, ou font le tour en arrière par rapport au développement. Y a-t-il une autre question? Sinon, nous allons passer à un autre travail, notre petite séance. Je viens de présenter, grosso modo, le contenu de la stratégie, mais aussi les éléments qui permettent, les éléments qui permettent l'appropriation et la pérennisation. Je crois que vous en avez fait votre. Est-ce que vous aviez pris connaissance de cette stratégie? Oui, de stratégie. Il y a une stratégie des projets du FID. Hein? Est-ce que vous saviez qu'il existe au moins? Il y a une stratégie des engagements des projets du FITA du moins. Est-ce que tu as le contenu? Matériel. Il y a une nécessité de vulgarisation de la stratégie. N'est-ce pas, M. Alpha? J'aimerais aussi retourner sur un élément. Apparemment, à un moment donné, peut-être le secteur, le côté technique pourrait dire on a mis tout le paquet de tout ce qui est désengagement de notre côté. Oui et non. Je me rappelle bien, dans l'ancien temps, en réalité, les projets s'exécutaient sans l'administration. L'administration venait juste, peut-être à l'ouverture, mais parfois on se retrouvait même pas là, à la clôture. Certains partaient comme ils étaient venus. Mais à l'heure actuelle, l'administration est investie au plus haut niveau. Et l'administrateur a aussi à rendre compte, oui, des activités de développement, spécialement en ce qui est de l'agriculture et de l'élevage au niveau de leur commune. Vous le savez très bien qu'une saison agricole comme la saison A ne peut jamais démarrer sans qu'il y ait une réunion, réunissant aussi bien l'administration au haut sommet que le secteur technique. Oui? Et ça à tous les niveaux. C'est au niveau provincial, c'est aussi au niveau communal. J'imagine même au niveau collinaire. Et là, donc, vous avez déjà une collaboration acquise, celle de l'administration. C'est donc déjà un paquet pour pouvoir réussir. Et ça veut dire que le dernier qui reste parmi les trois grands partenaires, c'est le bénéficiaire. Oui? Parmi les trois grands partenaires, l'administration, le secteur technique et le bénéficiaire. Comme c'est le dernier, c'est-à-dire, vous l'amenez avec vous, travaillez toujours en collaboration directe avec l'administration et vous pourrez convaincre, oui, et le bénéficiaire pour une pérennisation effective. Ok. On va faire un travail de groupe.
On va se faire, on va faire 2 groupes, je crois que ça suffit. Ça suffit. On va compter 1, 2, 1, 2. Les 1 vont dans le premier groupe, les 2 vont aller dans le deuxième groupe. On va commencer par ici, partir. Hein? Groupe 2. Oui. Hein? Ah. On peut utiliser le groupe 10. Est-ce qu'on peut utiliser le groupe 10? Ceci. À votre avis, quels sont les points qui auraient été mis dans le document de la stratégie de désengagement qui n'auraient pas été développés? Question qui disait qui nous demandait de relater les points qui ont été omis dans le développement de cette stratégie de pérennisation. Nous avons échangé ensemble et nous avons trouvé que le document vraiment été enrichi, mais que notre groupe a manqué donc de la présence de ces aspects pour assurer une pérennisation des acquis du projet. Le groupe A, nous avons vu que dans ce document, on pourrait parler du transfert direct du matériel aux personnes qui vont assurer la pérennisation des acquis du projet. Donc, donner directement le matériel à ces services-là. Et aussi, nous avons mis ensemble l'idée qu'il y aurait une harmonisation dans la fixation des redevances ainsi que les chaînes de solidarité communautaire. Donc, dire la redevance est égale à cela, donc à un montant égal par référence des conditions de vie socio-économique. Et puis, nous avons jugé qu'il y aurait aussi que pour tous les projets en cours d'élaboration ou de montage, qu'il faut prévoir un budget conséquent pour pérenniser les acquis des projets.
Et puis, cette stratégie, ça a été nouveau. On a pensé que cette stratégie pourrait être vulgarisée auprès de différents acteurs, plus spécialement les bénéficiaires du projet et les services techniques déconcentrés donc de l'administration. Et pour la première question, c'est ça les points que nous avons essayé de relater. Et pour la deuxième question, qui nous demandait de relater les défis majeurs pour réussir la pérennisation d'un projet. Je ne sais pas si c'était question. Donc, de relater les faiblesses ainsi que les mesures de relèvement, donc de pérennisation. Oui. Et pour les coopératives. Mis en place. Donc, il y a le niveau faible, voire l'incompétence dans la gestion des coopératives. Ça, ce sont des cas fréquents, donc sur le terrain, où le niveau est faible et que aussi les leaders sont incompétents dans la gestion des coopératives. Donc, les mesures de relèvement, il y a le renforcement des capacités des gestionnaires des coopératives, ainsi que la redynamisation du comité. Si quelqu'un est incompétent dans le comité, qu'il soit remplacé. Il y a aussi la gestion non transparente des biens des coopératives. Ou dans la coopérative, lorsqu'il y a des achats ou bien d'autres choses, donc il n'y a pas de transparence, ceci a été acheté à tel prix, ou donc ils cherchent à rehausser les prix, ainsi de suite, à ne pas donc faire une transparence dans cette gestion de la coopérative. On avait suggéré qu'il y aurait un développement du leadership au sein des coopératives. Et aussi les autres agriculteurs, où chacun a ses préoccupations et qu'il ne se présente pas sur le terrain au cas des travaux. Et puis, on avait suggéré que les coopératives pourraient être reconstituées, donc reconstituer les coopératives avec des membres et à des mêmes profils. Il y a aussi l'autre faiblesse. Donc, la non-assistance par l'État au même niveau pour toutes les coopératives. Donc, il y a des coopératives, certaines coopératives sont appuyées, puis sont assistées par l'État, mais les autres ne bénéficient pas de cette assistance. Et donc, ici, on avait mis une mesure d'assister toutes les coopératives de la même façon. Et il y a aussi une dernière faiblesse. Il y a des projets qui ne donnent plus un appui consistant aux coopératives. Ici, nous avons parlé de certains projets qui donnent par exemple 3 bêtes pour une coopérative, donc qui restent insignifiants pour le développement d'une coopérative. Et puis, ici, comme mesure, donner aux coopératives des appuis permettant de relever les défis de cette coopérative. Donner, par exemple, des bétails en nombre suffisant pour pousser une coopérative à bien évoluer. C'est ça ce que nous avons essayé de faire pour le premier groupe. Merci. Je ne sais pas si les membres du groupe ont quelque chose à ajouter. Il a été fidèle. Très bien.
On va revenir sur les commentaires. Laissons le deuxième groupe venir présenter. Bonjour, moi c'est Nkeshimana Apollinaire, agronome de la commune Makebuko. Pour la première question, il y a les défis majeurs pour la pérennisation des projets de développement. Comment faire face à ces défis? Chaque défi établir la responsabilité de résolution. Nous avons fait sous forme de tableau les défis majeurs pour réussir la pérennisation des projets de développement. Il y a la non-implication de toutes les parties prenantes de la conception du projet. Il y a les bénéficiaires, l'administration et les services techniques. Comme solution, nous avons suggéré impliquer toutes les parties prenantes de la conception du projet. Le responsable, c'est le gouvernement, le PTF. Et autre défi, il y a la non-appropriation des acquis par les bénéficiaires. Comme solution, on a la sensibilisation et la responsabilisation. Responsable, c'est l'administration PTF et les services techniques. Autre défi, c'est le manque d'efforts pour la pérennisation. Comme solution, il y a la disponibilisation d'efforts pour la pérennisation de la conception. Responsable, c'est la PTF aussi, le PTF aussi. Il y a aussi autre défi, c'est la distribution gratuite des intrants agricoles. Comme solution, c'est instaurer un cadre de recouvrement. Le responsable aussi, c'est l'administration, le PTF et les services financiers. Ça, c'est la première question. Pour la deuxième question, les faiblesses observées dans la gestion des coopératives agricoles et quelles seraient les mesures de relèvement et de pérennisation pour les coopératives. Et nous avons fait les faiblesses observées dans la gestion des coopératives. Il y a le manque de formation et d'informations suffisantes sur la mise en place des coopératives et le fonctionnement. Comme mesure de relèvement et de pérennisation, il y a la sensibilisation des membres avant la mise en place des coopératives. Autre faiblesse, c'est la non-transparence de la gestion des coopératives. Comme solution, il y a le renforcement des capacités dans la gestion des coopératives et application des lois régissant les coopératives. Autre faiblesse, c'est la manque de la compétence dans la gestion des coopératives. Comme solution, c'est aussi le renforcement des capacités et la conscientisation des membres du comité sur la gestion. En fait, il y a incompétence dans la formation du projet. Comme mesure de relèvement et de pérennisation, c'est la formation sur la formulation des activités génératrices de revenus. C'est ça que nous avons fait dans le deuxième groupe. Merci. Pourriez-vous expliquer le dernier point? On n'a pas bien compris. Le dernier point. Incompétence dans la formulation du projet, c'est l'insuffisance des connaissances des membres de la coopérative. Comme solution, nous avons suggéré qu'il y a des formations sur la formulation des activités de revenu. Merci beaucoup. Acclamez encore.
Nous remercions, mais avant que je fasse cela, y a-t-il des compléments pour les membres du groupe? Ok. Nous venons de passer en revue les différentes présentations des groupes qui ont travaillé sur 3 questions. Vous avez suivi. Est-ce que, au niveau général, il y a un commentaire ou des observations ou des ajouts par rapport aux questions qui étaient posées? Oui, oui, Désir. Les coopératives, le dernier point, on a suggéré que les projets ou les institutions qui renforcent dans le capital des coopératives donnent peut-être un capital insignifiant, ne permettant pas à la coopérative de décoller ou d'être autonome. Mais je vais juste faire un commentaire comme quoi dans les principes de la coopérative, il y a un principe qui dit la participation économique des membres des coopératives. Normalement, dans la réalité des choses, les coopératives doivent être des associations de personnes volontaires et qui exercent les pouvoirs démocratiquement et autonomes. Par ce principe de participation économique des membres, on entend que les coopératives doivent être des propriétaires de leur capital et aussi des usagers. Dans ce cas, si quelqu'un vient appuyer les coopératives, il n'y a pas une exigence de ce qu'ils peuvent contribuer. Ils donnent ce qu'ils veulent et ce qu'ils paient, mais c'est aux membres de la coopérative de constituer leur capital et de déterminer ce qu'il faut faire du capital. Voilà, c'est le commentaire ou l'observation. Merci. Merci de la clarification. Effectivement, nous cheminons vers l'appropriation. La coopérative, c'est aux membres. Ce n'est pas aux financeurs, ce n'est pas au projet qui soutient. Normalement, c'est aux membres. Si quelqu'un vient en appui, il n'y a pas exigé qu'il a donné. C'est à vous plutôt de fructifier ce que vous a donné. Oui. Sinon, ce que vous avez mis sur papier, c'est correct. Vous suivez au jour le jour, vous encadrez au jour les coopératives. Ce sont ces défis. Les décisions ou les mettre dans des séances d'échange, de discussion, pour prendre les mesures qu'il faut. C'est ça le prix du développement. Absence de réunion. Oui, il y a ceux qui ne tiennent pas de réunion parce qu'ils ont des questions. Donc, ils savent qu'il y a des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre. C'est qu'il y a du flou dans la gestion. Ils le font exprès. Le niveau faible ou l'incompétence. Une diversité, une coopérative qui réunit des fonctionnaires, des agriculteurs, est-ce qu'ils ont un même centre d'intérêt? Ce sont ces corrections, petit à petit, qu'on va apporter pour que les coopératives connaissent les ressorts effectifs. Oui, les débuts sont difficiles, mais il faut aller doucement et corriger les lacunes qui peuvent être constatées ici et là. Je n'ai pas
beaucoup de commentaires, sauf vous remercier pour les apports. Ils ont parlé, je crois, le deuxième groupe, effectivement, de la gratuité des intrants, des semences. C'est une très bonne proposition pour la pérennisation. Sinon, les bénéficiaires auront tendance à avoir la main tendue et oublieront de s'approprier des activités et de leur poursuite. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je vous remercie pour le travail produit. Merci. Oui, merci beaucoup. Je ne serai pas très long. C'est juste pour une petite synthèse du travail d'aujourd'hui. Comme vous le savez, aujourd'hui, on a abordé non pas un sujet comme tel, mais une étude. La notion de pérennisation n'a pas de document effectif de référence jusqu'à date pour le pays, mais nous avons quand même constaté que la pérennisation devrait être structurée pour que les intervenants aient une référence effective en matière de pérennisation, pour que les intervenants sachent comment commencer le projet avec automatiquement l'élément pérennisation. Parce que, comme on l'a vu, la pérennisation, ce n'est pas à la fin, c'est dès le début avec toutes les parties prenantes. Tous ceux qui auront à collaborer, tous ceux qui auront à intervenir directement et même indirectement, devraient être associés dès le départ. Nous avons vu ensemble la problématique, disons, de cette composante, parce que pour nous, ça devient une composante même du projet. Et il a été souligné par vous-même qu'on devrait en tenir compte et même lui allouer un budget. Cela dès le départ, en se disant, à la fin, ça devrait être ça. Je vous rappellerai que pour certains projets même, en fait, le bailleur principal, avant de quitter, oui, qu'on peut contracter un autre organisme qui va assurer pour une période donnée la préparation pour pouvoir bien asseoir cette phase de pérennisation. Par exemple, s'il y a des ouvrages qui étaient achevés, mais non encore exploités, ou quand même il y a des choses qui n'ont pas été faites, parce que le plus souvent, il faut former les bénéficiaires à la gestion, oui, la gestion post-projet, et bien, à ce moment-là, le bailleur principal peut se déjà engager, mais progressivement, en laissant des équipes sur le terrain qui vont continuer l'activité. Le plus souvent, vous pouvez avoir un intervenant international qui laisse, disons, une composante, partie de la composante de pérennisation à un intervenant local jusqu'à une rétrocession définitive à l'administration et aux bénéficiaires finaux que sont les exploitants. Ici, nous parlons des fermiers. Et donc, ce que nous aurions tiré de cet enseignement, c'est que les projets s'exécutent, se réalisent, mais ils doivent s'exécuter avec un partenariat avec tout le monde ensemble, et la pérennisation n'est à personne, elle est aussi à tout le monde. Pour ceux qui ont participé, disons, à la mise en œuvre du projet, à différentes réalisations du projet et aux acquis du projet. Si les réalisations sont matérielles, ils doivent être
protégés, oui. Ils doivent être réhabilités si besoin. Ils doivent être surtout maintenus en cours d'exploitation. Et donc, tout ça, ce sont des éléments et des facteurs qu'il faut considérer. Il ne peut pas parler de pérennité quand tes ouvrages sont désuets, sont terminés. Il a donné des exemples dans les marais, par exemple. Eh bien, si vous avez des ouvrages en béton où on commence plutôt à laver des habits, ainsi de suite, et ça laisse passer comme ça. Mais le savon, vous le savez, détruit le ciment. Oui, automatiquement. Tout ça, c'est des choses que les intervenants devraient prendre en main, spécialement d'abord les 3 responsables au sommet, que sont bénéficiaires, l'administration et la composante technique. Je vous remercie pour aujourd'hui. Bon, on peut parler de demain. Demain, comme vous le savez, c'est jour férié. Oui, c'est jour férié, mais en discutant avec les responsables au niveau du ministère, ils ont dit, voilà, de toute manière, jour férié, oui, mais cela n'empêche pas